Alors permettez-moi d'introduire cette conférence qui veut rapprocher la réflexion académique et le monde des entreprises par l'évocation d'une expérience personnelle de 30 années en tant qu'entrepreneur, non pas d'une grande entreprise comme France Télécom, mais de PME, puisque je suis fondateur et développeur de plusieurs PME. À l'époque, d'ailleurs, on ne parlait pas encore de start-upers, mais plutôt de petits patrons. Petit patron, une expression qu'on n'emploie plus, mais qui voulait tout dire. Mais j'ai aussi par appétence une longue expérience que je qualifierais de metteur en scène des modèles d'analyse économique et stratégique pour produire des études sectorielles destinées non pas au pouvoir public, mais destinées aux entreprises. L'incertitude, j'ai dû composer avec pour le meilleur et pour le pire. J'en ai retenu que l'incertitude est source de risques et d'échecs, mais aussi un fantastique gisement d'opportunités. Comme entrepreneur, j'ai connu l'échec jusqu'au dépôt de bilan, pour ne pas avoir vu venir la crise de 1991. Certes, je ne l'ai pas vu davantage venir que les meilleurs économistes de l'époque. J'en ai retenu la leçon qu'un entrepreneur doit s'être préparé à tout moment à la catastrophe, financièrement, mais aussi psychologiquement. Mon expérience n'a bien entendu strictement rien d'exceptionnel. Il faut lire les mémoires de crise de Ben Bernanke, l'ancien président de la Fed, raconter au jour le jour le déferlement de la crise des subprimes, les trous noirs d'informations et de statistiques, les infotoxications, les désarrois, l'avidité des uns et lâcheté des autres, mais aussi toujours l'impératif de prendre des décisions dans des situations où le calcul rationnel, si cher aux économistes, Olivier Passet vous en parlera après moi, où ce calcul rationnel est techniquement impossible. Situation étonnante pour un économiste universitaire de premier plan, confronté à la tourmente de la finance mondiale. Mais je l'ai dit, l'incertitude, c'est aussi la porte ouverte aux opportunités. C'est savoir regarder là où les autres ne voient rien. En créant Xerfi en 1993, en pleine crise économique, j'ai connu les démons du start-upper. À la recherche de capitaux, j'ai dû faire face aux experts qui s'ingénient à vous démontrer que cela n'a aucune chance de marcher et qui vous en apportent doctement la démonstration rigoureuse. J'ai mieux compris à ce moment-là le rôle de l'intuition, de l'imagination, des convictions, des transgressions, de la détermination, de l'acharnement, mais aussi de l'improvisation, que l'on est loin du business plan et de la planification stratégique. Alors bien sûr, il me faut bien reconnaître qu'une certaine capacité à bricoler, je dirais même à bidouiller avec les boîtes à outils techniques et théoriques, m'ont été indispensables dans la mise en œuvre des décisions. Je ne ferai pas ainsi de peine à Bernard Amansou, ancien patron d'HEC, sur ce point-là. Les cursus élitistes ne sont pas sans intérêt pour apprendre le pilotage d'entreprise. Mais attention, les codes de l'excellence trop bien assimilés vous enferment dans les mondes anciens et les certitudes obsolètes. Je laisserai Bernard répondre tout à l'heure. Il faut aller regarder du côté des grands improvisateurs de jazz, chercher la suite d'accords improbables, torturer l'harmonie et la tonalité, déséquilibrer le tempo jusqu'à la perte d'équilibre et faire de la fausse note la voie royale vers l'invention. Tout l'art des grands jazzmen, c'est de mettre la technique au service de l'improvisation. J'en ai connu en effet des tournants stratégiques où jouer la fausse note s'est avéré la meilleure solution. Ainsi, par exemple, quel business model choisir face à l'irruption d'Internet? La réponse des experts des grands cabinets de conseil et des banques d'affaires était quasiment unanime au tournant des années 2000. J'ai gardé dans ma bibliothèque tous les rapports d'experts, tous les rapports de grands cabinets de consultants pour les avoir à portée de main. Avec Internet s'ouvre l'ère de la gratuité, disait-il, financée par la publicité. Alors oui, c'est ce qui a marché pour Google, pour Facebook et quelques autres de moindre envergure. Mais la plupart de ceux qui ont suivi ces conseils, j'allais dire ces dogmes, ne sont plus là pour en parler. D'ailleurs, une partie des médias a ainsi été balayée par cette impasse stratégique.
Alors, quand les leaders d'opinion vous martèlent qu'avec Internet, c'est gratuit, vous, petit chef d'entreprise, vous décidez quoi dans ce moment-là? Comment expliquer qu'une petite voix vous dicte à contre-courant que c'est payant d'être payant? Allez, permettez-moi encore une anecdote. Lors d'une discussion informelle avec mon directeur informatique, lors d'une conférence d'ailleurs, comme celle-ci, il me parle de l'intérêt de faire passer la vidéo par Internet. Nous étions en 2008. Je décide de créer ce qui deviendra plus tard Xerfi Canal. Je n'avais aucune idée de ce qu'était la vidéo, aucune technicité, ni du business model à mettre en place. Et d'ailleurs, personne n'avait la moindre idée de ce que seraient les business models de la vidéo sur Internet. Juste quelques convictions sur les limites des médias de masse qui doivent composer avec la qualité pour élargir sans arrêt l'audience et l'intime conviction qu'il fallait y aller. J'ai donc avancé d'erreur en erreur, à tâtons, chemin faisant, on évoquera ce sujet tout à l'heure, chemin faisant, avec la conviction que c'est dans les niches brumeuses et incertaines que s'écrit le futur. Je ne vous dirai rien d'original en soulignant que par les temps qui courent, les remises en cause n'ont jamais été aussi violentes, le brouillard de l'incertitude aussi dense. Alors il n'y a pas d'autre solution que de faire de l'incertitude une alliée. Quelle technologie faut-il adopter? Combien faut-il investir? Quel pourcentage du chiffre d'affaires miser? Dans ce monde en accélération, aucun outil rationnel ne me donnera jamais la réponse. La seule chose que je sais, c'est qu'il faut y aller et que 100% de ceux qui réussiront auront tenté le coup, tout en mesurant le risque et donc préparer la position de repli en cas d'échec. La seule assurance contre l'incertitude, cela s'appelle les fonds propres et le cash mobilisable. D'ailleurs, la question des réserves opérationnelles, qui est une préoccupation essentielle des militaires, je crois que le général Desportes ne me contredira pas sur ce point-là, devrait également interpeller les stratèges d'entreprise. Je suis toujours étonné qu'on en parle assez peu dans les manuels de stratégie. Il est vrai que l'abondance de liquidités, les taux zéro et les effets de levier ont fait basculer nombre d'entreprises dans un autre monde, un monde de bulles encore plus incertain. J'ai évoqué des évolutions technologiques fulgurantes, mais je pourrais parler aussi longuement de la révolution des usages, de l'économie collaborative. Nous sommes tous confrontés aux plateformes, aux effets réseau, à l'accélération du temps, à la menace d'ubérisation, au bouleversement des attentes du client final, à la révolution des business models. Pour la PME comme pour la grande entreprise, les avantages concurrentiels que nous avait enseignés Michael Porter pour défendre nos parts de marché et nos marges peuvent se révéler de véritables lignes Maginot. Il y a désormais toujours quelque part, excusez-moi d'utiliser ce mot dans le contexte dans lequel on est, mais c'est le mot qu'on utilise dans le business, il y a toujours quelque part un barbare qui se prépare à détruire ce que vous avez patiemment construit. Comme le disait un jour le patron d'Intel, Andy Grove, seuls les paranoïaques survivent. Mais ces paranoïaques doivent aujourd'hui être inventifs, transgresseurs et, paradoxe suprême, capables de se remettre en cause, ce qui serait un oxymore pour un psychiatre. Il faut relire attentivement les propos d'Edward Luttwak sur le paradoxe de la stratégie. Il rappelle la devise romaine « Qui veut la paix, prépare la guerre ». Traduit dans le langage des affaires, cela pourrait donner aujourd'hui « Qui veut réussir ne doit pas craindre l'échec ». À n'en point douter, l'entrepreneur schumpeterien entretient un rapport de fascination avec l'incertitude. Pour conclure, je voudrais souligner qu'avec ce colloque, nous avons voulu créer un pont, comme le disait Michel Bon, entre la réflexion académique et l'expérience opérationnelle des managers. J'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs et directeurs d'études que chez un académique, un concept renvoie à un corpus qui l'éclaire, mais que chez un décideur et un manager, un concept s'éclaire par une expérience vécue. Il s'agit donc d'ici d'ouvrir un dialogue pour mieux rapprocher la réflexion académique et le monde très pragmatique des entreprises. Il y a, me semble-t-il, beaucoup à faire dans ce domaine. C'est l'objectif de cette conférence, c'est l'objectif du partenariat du groupe Xerfi avec la FNEJ.